Rebonjour les CM2, deuxième séance d'histoire sur le thème du temps de la République. Donc, comme annoncé hier, nous avions fait la séance 1 sur les 100 ans de la République. Aujourd'hui, nous allons faire l'école de la République. Petit rappel, demain vous aurez une séance sur l'Empire colonial français au temps de la République. Et enfin, la France, une république, une démocratie. Donc, l'école de la République, nous allons nous poser la question: comment l'école permettait de diffuser les valeurs de la République? Donc les consignes, comme d'habitude, vous allez étudier les documents, vous pouvez appeler un camarade pour travailler avec lui, ou plusieurs camarades si vous voulez travailler en groupe. Vous allez répondre aux questions à l'oral. La correction viendra juste après, donc faites des pauses pour pouvoir répondre tranquillement aux questions. Comme à chaque fois, demandez-vous quel est le type de document qui est étudié et ce qu'il représente. N'hésitez pas à me poser une question si besoin. Et j'insiste les enfants, faites vraiment des pauses pour pouvoir réfléchir sur les documents que je vous donne à étudier. Bonne séance! Document 1. Première question, quel est ce type de document? Que représente-t-il? D'après ce document, qui est l'auteur des lois sur l'école à la fin du XIXe siècle? Qu'apportent ces lois? Donc nous lisons ensemble le texte. Entre 1881 et 1882, sous la direction de Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, d'importantes lois sur l'école sont votées. L'école publique devient gratuite, laïque et est obligatoire pour les enfants des deux sexes de 6 à 13 ans. Définition de l'école publique: une école fondée et entretenue par l'État. Alors par l'État, la commune, la région, cela dépend du territoire. Mais voilà. Nous par exemple, notre école, elle est entretenue par la ville de Paris, donc par la commune. Faites une pause et je répondrai aux questions. Il s'agit donc d'un dessin. Nous le voyons, crayon sur papier, de Paul Sarrut au XIXe siècle représentant Jules Ferry. Donc c'est son portrait. Jules Ferry est celui qui a permis de créer des lois sur l'école à la fin du XIXe siècle. Donc à ce moment-là, il était ministre de l'Instruction publique, ce qui signifie le ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui. Ces lois permettent plusieurs choses, nous le verrons dans un document juste après, mais l'école devient gratuite, laïque et obligatoire, donc quel que soit le sexe des enfants de 6 à 13 ans. Deuxième document. Quel est ce type de document et que représente-t-il? Quels sont les différents personnages? Décrit leurs actions. Qu'est-ce qui montre que l'école publique devient laïque? Pareil, fais une petite pause pour répondre à la question. Donc, ce type de document est un dessin, c'est écrit ici, de Léon Gerlier, représentant l'enlèvement des crucifix dans les écoles de la ville de Paris. Les différents personnages, on peut apercevoir des enfants, des bonnes sœurs, donc des religieuses, mais aussi sûrement des laïcs qui donnent des lois à probablement des gendarmes. La personne qui montre du doigt est un maire, donc une personne un élu qui représente la commune. Il donne l'ordre aux gendarmes d'enlever des crucifix. Donc c'est une distinction religieuse. Cet événement a lieu en 1881. L'école devient alors laïque. Document 3. Quel est ce type de document et que représente-t-il? Explique les articles de cette loi. Pourquoi fallait-il rendre l'école gratuite et laïque avant de la rendre obligatoire?
Il manque le point d'interrogation. En quoi l'école obligatoire participe-t-elle à la liberté des enfants? Pareil, faites une pause et je répondrai aux questions juste après. Avant de répondre aux questions, nous allons lire le document ensemble. Article 4. L'instruction est obligatoire pour les enfants, garçons et filles, âgés de 6 ans à 13 ans. Article 10. Lorsqu'un enfant manque l'école, les parents doivent expliquer au directeur ou à la directrice les raisons de son absence. Les seules raisons valables sont les suivantes: maladie de l'enfant, décès d'un membre de la famille, difficulté dans les transports. Article 12. Lorsqu'un enfant sera absent de l'école 4 fois dans le mois sans raison valable, le père sera invité à la mairie qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir. Articles 13 et 14. S'il recommence, il pourra avoir une condamnation. Maintenant, répondez aux questions en faisant une pause. Donc ce document est un texte de loi, précisément une loi datant du 28 mars 1882, donc les lois Jules Ferry. On n'a pas la loi entièrement, mais nous avons 5 articles. Un article, donc l'article 4, qui explique que l'école est obligatoire. L'article 10 réglemente les absences de l'enfant, c'est-à-dire qu'ils doivent être à chaque fois justifiées. L'article 12 concerne toujours les absences de l'enfant, où là le père, cette fois-ci, devra justifier les absences, mais aussi sera convoqué à la mairie. Et l'article 13 et 14 précise que si l'absence perdure, il y aura alors une condamnation. Donc, sur les 5 articles que nous avons, 4 parlent de l'absence des enfants. Réponse à la 3e question. L'école devait être gratuite et laïque avant d'être obligatoire pour plusieurs raisons. Donc gratuite pour qu'elle soit accessible aux enfants issus de familles pauvres, et laïque dans le sens où, quelle que soit notre religion, on pouvait accéder à l'école. Question 4. L'école devenant obligatoire, elle permet aux enfants une plus grande liberté, dans le sens où, comme nous l'avons vu sur le thème de l'ère industrielle, les enfants aidaient souvent leurs parents au travail, que ce soit dans les mines, les usines ou les champs. Maintenant, désormais, grâce à l'école obligatoire, les enfants ne travailleront pour leurs parents que le dimanche ou pendant les vacances. Donc cela leur permet aussi de s'instruire et de moins travailler, donc de moins les affaiblir. Un petit résumé sur ces lois. Donc, en 1881, Jules Ferry, ministre de l'Instruction, fait voter une loi rendant l'enseignement gratuit dans les écoles publiques. De cette manière, même les filles et les garçons les plus pauvres pouvaient aller à l'école. En 1882, pour respecter les croyances de chacun, il fait voter une loi rendant l'enseignement laïque dans ces écoles. Le catéchisme était remplacé par l'instruction civique et morale. Donc aujourd'hui, notre enseignement moral et civique. Les prêtres et les religieuses devaient enseigner dans les écoles privées. Avant, c'était des personnes religieuses qui instruisaient les enfants. La loi de 1882 rend également l'école obligatoire pour toutes les filles et les garçons de 6 à 13 ans. Les enfants vivant en France ont alors quitté les usines, les ateliers et les mines. Dans les champs, ils ne travaillaient plus que le dimanche et pendant les vacances, notamment en été pour les moissons. Les progrès furent spectaculaires. Au début du XXe siècle, la majorité des Français savaient lire et écrire. Document 4. Quel est ce type de document et que représente-t-il? Lis ce texte. Quelle mission la Troisième République confie-t-elle à l'école? Document 5. L'enseignement de la couture pour les filles. Quel est ce type de document et que représente-t-il? À ton avis, pourquoi la Troisième République inscrit-elle des cours d'enseignement ménager pour les futures femmes? Nous allons lire les documents ensemble. Donc, document 4. Le rôle de l'instituteur a donc singulièrement grandi, comme aussi sa responsabilité.
L'ancien maître d'école enseignait à lire, à écrire, à compter. Aujourd'hui, l'instituteur, sans négliger cette partie de sa tâche, doit avoir une ambition plus haute, c'est de former à la patrie des défenseurs et des citoyens à la République. Ces enfants qu'il a aujourd'hui entre les mains seront tous un jour électeurs et soldats. Il faut donc tremper leurs âmes, éclairer leurs esprits. Il faut les animer d'un généreux patriotisme. Charles Coutel, La République et l'école, une anthologie. Document 5. Étude de points. Sur l'aiguille, et on laisse toujours 2 fils d'intervalle en largeur. Supposons que le point soit fait de gauche à droite. Après avoir assujetti le fil, on prend à droite 2 fils en hauteur, on retire l'aiguille, on la repique à gauche, et à la même hauteur afin de croiser le premier point, mais on a soin de faire ressortir l'aiguille 2 fils au-dessous du premier point formé. Puis on prend 2 fils à droite, ce qui forme la moitié du deuxième point. On repique à gauche en prenant 4 fils et successivement par les points suivants. Le point d'ornement. Les points d'ornement dérivent du point de chaînette. Ils se forment tous en laissant le fil sous la pointe de l'aiguille, tantôt de droite à gauche, tantôt de gauche à droite. Le point de chaînette se fait en piquant l'aiguille devant soi, laissant de gauche à droite le fil sous la pointe de l'aiguille, de façon à donner une bouclette, etc. etc. Non. Rien ne vaut une bonne vidéo YouTube pour un tutoriel pour faire de la couture. Je vous laisse répondre aux questions, faites une petite pause. Bien, alors, concernant le document 4, il s'agissait d'une circulaire d'un inspecteur de Marseille. Donc les inspecteurs qui sont les supérieurs hiérarchiques des professeurs, encore aujourd'hui. Une circulaire, c'est une sorte de texte de loi qui organise le bon fonctionnement et l'organisation du métier des enseignants, mais pas seulement. Les missions que confie la Troisième République à l'école et donc aux enseignants, enfin aux instituteurs, sont pas de créer, mais de former les enfants qu'ils ont à devenir des électeurs et des soldats. Donc les électeurs, c'est-à-dire qu'il faut nourrir leur esprit, qu'ils soient des êtres éclairés, mais soldats dans le sens où ils doivent être des défenseurs de la patrie. Donc de vrais patriotes. Petite remarque les enfants, les missions de l'instituteur en 1882 sont globalement les mêmes que l'enseignant d'aujourd'hui. Alors nous ne formons pas des soldats, mais nous formons quand même de futurs citoyens, à l'esprit éclairé. Passons au document 5. Alors, il s'agissait de pages qui étaient issues d'un manuel appelé Première leçon d'économie domestique à l'usage des écoles et des enseignants de Demoiselles, de 1897. Les programmes de 1882 prévoyaient en effet, pour des filles, des exercices de couture et un enseignement ménager. Donc là, c'est à vous de donner votre avis, mais le but pour les filles qui avaient accès à l'instruction, leur programme était différent de ceux des garçons, car le but de l'école pour les filles était de former de futures femmes chargées d'organiser la vie domestique, donc de futures mères, de futures ménagères. Nous verrons qu'il y aura quand même quelques évolutions pour la femme, mais qui viendront un peu plus tardivement. Pour finir, la leçon sur l'école de la République. Alors j'ai mis une petite illustration qui représente un enfant coiffé d'un bonnet d'âne dans les années 1900. Vous le savez sûrement, autrefois pour punir un élève qui avait mal travaillé, le maître d'école le coiffait d'un bonnet d'âne. Le cancre devait porter ce bonnet toute la journée et parfois même après la classe, sous les moqueries de ses camarades ou des autres personnes. Bien sûr, une situation qui n'a plus lieu quand même aujourd'hui. La leçon, qui n'est pas à recopier, mais qui est à apprendre. La République de l'école.
La Troisième République souhaite que l'école forme des hommes fidèles aux idéaux républicains et des soldats prêts à défendre la patrie. Tous les enfants doivent être instruits pour devenir des citoyens capables de décider librement. La République est vue comme une source de progrès et de bienfaits. Un enseignant ménager prépare les filles à leur rôle de femme au foyer et de mère. Les lois scolaires. Entre 1881 et 1882, sous la direction de Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, d'importantes lois sur l'école sont votées. Elles sont encore à la base du système scolaire. L'école devient laïque, l'enseignement religieux ne peut plus être enseigné à l'école. L'école est publique, les instituteurs sont recrutés par l'État, ce sont des laïcs, ils n'appartiennent pas au clergé. L'école est obligatoire, tous les enfants doivent aller à l'école de 6 à 13 ans. L'école est gratuite. Tout écolier de 6 à 13 ans peut y aller sans que les parents aient à payer pour leur scolarité. Bien, si vous avez des questions les CM2, n'hésitez pas sur ce qu'était l'école de la République. Et voilà. Bonne fin de journée les enfants.